Bonsoir à tous. Enfin, je dis aujourd'hui, mais en fait, c'est ce soir. Nous sommes le 9 juin 2026 et je suis là pour parler de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Aujourd'hui, on a appris qu'un hélicoptère Apache américain a été touché dans le détroit d'Ormuz. L'information a été relayée par les grands médias américains. Donald Trump a publié un message sur son réseau social. Il a déclaré qu'ils avaient attaqué un de nos hélicoptères dans le détroit d'Ormuz. Cet hélicoptère, un Apache, était là pour patrouiller dans la région. Quand on parle de la région, on parle en fait du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz fait partie du territoire iranien et omanais, et les États-Unis y sont présents pour assurer des patrouilles. Iranian and Omani territory, and the United States is there to patrol. I don't know what is the main point of the United States being there. Je ne comprends pas vraiment quel est l'objectif principal de la présence des États-Unis là-bas. Et ici, quand on regarde le détroit d'Ormuz, voilà, c'est bien le détroit d'Ormuz. D'après ce qu'on a appris sur CNN, ils ont rapporté que l'hélicoptère avait été touché par un drone, un Shahed 136. Toute cette histoire autour de l'hélicoptère semblait donc très suspecte, et beaucoup se demandaient quel était le but. En plus, il n'y a aucune image de cet hélicoptère. Et Donald Trump a affirmé que les deux pilotes allaient bien. Il a dit que l'hélicoptère avait été touché, mais que les deux pilotes étaient sains et saufs, sans blessure ni problème particulier. Donc tout va bien, mais on va quand même répondre. So everything's fine, but we're going to respond. This is the main point, that we're going to respond. Le point principal, c'est qu'on allait répondre. Plus tard, il a dit que non, ce n'était pas ça, que ce n'était pas grave, et qu'il n'était pas nécessaire de répondre aux Iraniens. Puis un peu plus tard, sur NBC News, si je ne me trompe pas, le journaliste lui a demandé « Est-ce que vous allez répondre à l'attaque ?» Parce que dans cette attaque, ils ont touché un de nos hélicoptères. Il faut répondre à ça. Et lui, il a dit « Je pourrais répondre. On va voir ce qui se passe. » Ensuite, je crois que pour cette histoire d'hélicoptère, il n'y a rien du tout. Pas d'image, pas de photo, rien qui montre que cet hélicoptère a été abattu, ni les débris de l'appareil, ni les deux pilotes dont Donald Trump parle. Those two pilots that Donald Trump is talking about, nothing in the news, just reporting that, Rien. Rien de nouveau dans les infos. Juste des rapports disant que, tu sais, l'hélicoptère aurait été touché par un drone iranien. Et si, comme l'a dit notre ami Larry Johnson sur RT, si l'hélicoptère a vraiment été touché, il n'y aurait aucun moyen de sauver les deux pilotes. Ou alors ce serait extrêmement difficile. Donc, toute cette idée que l'hélicoptère a été frappé par un drone paraît quand même assez incroyable. Et puis ce soir, on a vu 3 vagues d'attaques contre l'Iran. Voilà ce qu'on a observé. Ils ont attaqué 3 îles. L'une d'elles, c'est l'île de Syrie, ici. Voici la carte de l'Iran. Si tu regardes, tu peux trouver l'île de Syrie. you go there, you can find Syria Island. Based on the reports coming out of Iran, it says that the United D'après les informations qui viennent d'Iran, il est dit que les États-Unis ont frappé une tour de télécommunication sur cette île et que 2 réservoirs d'eau ont aussi été touchés. Donc certaines zones de l'île sont actuellement privées d'eau. Ensuite, on a appris qu'il y avait aussi des cibles sur l'île de Keshm. Et plus au sud, ici, dans la région de Jask, à Bandar et Jask. Ils ont donc littéralement frappé des cibles ici. 3 cibles, 3 îles. Jask n'est pas une île, c'est un port. Donc Jask, plus 2 îles, Keshm et Syrie. Les frappes, apparemment, se sont déroulées en 3 vagues d'attaques menées par des avions de chasse, parce qu'ils ont utilisé une combinaison d'avions de chasse et de drones. a combination of fighter jets and a combination of fighter jets and drones. All of basically most of the En gros, la plupart des drones ont été touchés. Au moins 2 d'entre eux ont été confirmés par les Iraniens, par le corps des gardiens de la révolution islamique. Ils ont dit que 2 drones avaient été touchés ou qu'ils en avaient intercepté 2. Mais les attaques menées par les avions de chasse, elles, ont réussi à atteindre certaines cibles. D'après le rapport officiel iranien, une tour de télécommunication et 2 réservoirs d'eau ont été touchés. Il y a aussi eu des informations selon lesquelles, dans l'est et dans l'ouest de l'Iran,
Dans une ville appelée Avaz, il y aurait eu des attaques, mais aucune confirmation qu'il se soit passé quoi que ce soit dans cette ville, dans la province du Khuzestan. Le Khuzestan se trouve dans l'ouest de l'Iran, et sa capitale, c'est Avaz. And the capital of Khuzestan is Ahvaz. They said that the city was hit, but there is no confirmation. Ils ont dit que la ville avait été touchée, mais il n'y a eu aucune confirmation. En gros, ils ont frappé l'île de Syrie, l'île de Keshm et le port de Jask. Voilà ce qui s'est passé avec les États-Unis. Ce qui était étrange, c'est que plus tard, on a appris qu'il se passait quelque chose. Les gardiens de la Révolution ont déclaré qu'ils avaient frappé des cibles ici. Ils ont dit « Nous avons répondu aux États-Unis. Nous avons attaqué Keshm et la 5e flotte à Bahreïn, la base navale américaine à Bahreïn, à 2h30 du matin. Mais il n'y a eu aucun rapport d'attaque à Bahreïn. Beaucoup de gens se demandaient ce qui s'était passé. Il n'y avait aucune image, rien ne sortait de Bahreïn, rien ne se passait. Ils disaient « Nous avons frappé les cibles. Alors, si les États-Unis recommencent à nous attaquer, nous allons répondre. » If the United States start attacking us again, we're going to respond. That was the message. Then later on, they came out and said, C'était ça, le message. Puis, un peu plus tard, ils ont annoncé qu'ils avaient touché 2 drones MQ-9, qu'ils les avaient interceptés. Et il y a des images de ces drones abattus par le système de défense aérienne iranien. Ensuite, à peine une demi-heure plus tard, on a appris que de nouveaux missiles étaient partis d'Iran vers une destination inconnue. Personne ne savait ce qui se passait, ni quelle était la cible. Plus tard, comme ils ont publié ces images ici. Je vais les montrer. On voit qu'au moins 4 missiles ont été tirés depuis l'Iran vers, disons, peut-être un des pays du Golfe ou la Jordanie. Et comme il a fallu beaucoup de temps avant d'avoir un rapport venant de Jordanie, il semble que ces 4 missiles aient en fait été tirés sur la Jordanie. Ça a pris beaucoup de temps pour y arriver, parce qu'après le tir de ces 4 missiles, on a reçu des rapports en provenance de Bahreïn disant que la base américaine là-bas avait été touchée. Et voici les images, la base navale américaine. Voilà le moment qui montre l'explosion. Attendez, je vais afficher la photo qui montre exactement où elle a eu lieu. Quand on regarde l'image, on peut voir, oui, on voit bien l'impact. Et d'autres rapports, venant d'habitants de Bahreïn, disaient qu'il y avait eu au moins une douzaine d'explosions, de très fortes explosions, d'après les informations qui circulaient depuis Bahreïn. Voilà ce qui se passait là-bas. Plus tard, on a appris que... Attendez, je vais vous montrer. Voilà l'explosion. Oui, regardez cette photo. Elle montre le moment où la 5e flotte, la base navale de Bahreïn, a été frappée par un missile iranien. Donc, on parle bien de Bahreïn. Et comme le Koweït est très proche de l'Iran, qu'ils peuvent l'atteindre en 2 ou 5 minutes, ils vont frapper les cibles à Bahreïn. Plus tard, on a appris qu'il y avait aussi des cibles au Koweït. Les missiles ont touché certaines d'entre elles. D'après ce que le corps des gardiens de la Révolution islamique a rapporté jusqu'à présent, ils ont déclaré avoir visé 4 cibles importantes sur la base aérienne américaine Muwafaq Salti, en Jordanie, notamment des hangars pour avions F-35 et un centre de commandement et de contrôle, toujours selon le rapport du corps des gardiens de la Révolution. Et l'autre point qu'ils ont mentionné, c'est qu'après un rapport de Force News, au moins 21 cibles ont été touchées, parce qu'il s'agissait d'une combinaison de missiles et de drones. D'après les images que j'ai vues, il semble qu'ils aient envoyé des drones vers la Jordanie en même temps que des missiles. Il a donc fallu un certain temps pour qu'ils atteignent la Jordanie et frappent les cibles. Ensuite, ils ont utilisé les drones contre Bahreïn, là encore avec des missiles. Et pendant qu'on parle, il y a des informations selon lesquelles, au Koweït, certaines cibles seraient également touchées. Donc, en gros, les deux camps s'attaquent mutuellement. Et ce qui m'étonne, c'est la façon dont cette guerre a commencé.
What amazes me is the way that this war started. This new round of war, this new round of Cette nouvelle vague de guerre, cette nouvelle série d'attaques et de représailles est en train de se produire. Personne ne sait vraiment ce qui se passe avec l'administration Trump. Ils sont tellement étranges. Aujourd'hui, à 2 reprises, hier et aujourd'hui, on a appris par J.D. Vance que les États-Unis sont tout proches, vous savez, de conclure un accord avec l'Iran. Donald Trump dit la même chose. Peut-être dans les 2 prochains jours, peut-être dans les 2 prochaines semaines. Il a d'abord parlé de 2 semaines, puis plus tard, il a dit dans les 2 prochains jours. On va avoir une sorte d'accord. Après avoir attaqué l'Iran, il a dit, vous savez, le cessez-le-feu tient toujours, et qu'on allait avoir une sorte d'accord avec l'Iran, et que tout se passait très bien. Tout se passe parfaitement bien entre les 2 camps. C'est complètement ridicule. C'est une mise en scène. Je ne vois pas qui va croire à ce genre d'argument de la part de l'administration Trump. Qui va les prendre au sérieux? Toute cette affaire est totalement fausse. On parle d'un hélicoptère qui aurait été touché, de plusieurs cibles atteintes, mais personne n'a été blessé, personne n'a été tué dans cette attaque. Et il n'y a aucune image, aucune photo, rien du tout. Juste cette affirmation qu'un des hélicoptères Apache aurait été touché. C'est tout. Et ils ont déclenché la guerre. D'après ce qu'on sait jusqu'à présent, l'Iran a frappé des cibles en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. C'est la riposte de l'Iran. Et dans les premières heures où les États-Unis attaquaient l'Iran, il y a eu une sorte d'information disant qu'Israël attaquait Beyrouth. Plus tard, on a appris que c'était faux. Ça n'est jamais arrivé. Donc, on a vraiment l'impression que toute cette affaire échappe au contrôle des États-Unis. Je ne sais pas qui dirige les opérations là-bas, ni quel est l'objectif principal de cette logique de représailles. Parce que c'est bien ça, le problème. L'Iran se défend, les États-Unis attaquent l'Iran, et tout ça se joue dans le détroit d'Ormuz. Or, il n'y a aucune raison pour que les États-Unis soient présents dans le détroit d'Ormuz, puisque ce détroit fait partie du territoire iranien et aussi du territoire omanais. It's part of the Iranian territory, it's part of the Omani territory. Who's the United States to be there? If they get hit, Mais qui sont les États-Unis pour être là-bas? S'ils se font attaquer près du détroit d'Ormuz, ce ne sont pas des eaux internationales. C'est ça, le point essentiel. D'après le droit international, ils ne peuvent rien revendiquer. Donc, à mon avis, Donald Trump subit une pression énorme aux États-Unis. Il fait partie de cette stratégie israélienne et il ne peut pas s'en détacher. Et avec le temps, on voit bien, enfin, il peut dire qu'il avance, qu'il est en train de conclure un accord avec les Iraniens. Je crois que, rien que ces 3 derniers mois, il l'a répété plus de 50 fois. Tout ça, c'est une manipulation du marché. Il veut maintenir le prix du pétrole bas. Il veut, vous savez, éviter de choquer le marché. Et d'ailleurs, ça marche. Mais combien de temps ça va durer comme ça? Et est-ce que ça va vraiment aider Israël? Je pense que le calcul défini par l'Iran pour la région reste le même. Leur logique, c'est « si vous nous attaquez, on vous attaquera ». Les États-Unis, eux, ne font pas partie de la région. Ils doivent en sortir. C'est ce que l'Iran et le ministère des Affaires étrangères ont répété. Vous n'avez pas votre place ici. Vous êtes là. Et si vous nous attaquez, si vous essayez d'envahir notre territoire, vous serez frappés par des missiles ou des drones iraniens. C'est ça, le concept du gouvernement iranien. Les pays du Golfe, en fait, à chaque fois que les États-Unis ou Israël attaquent l'Iran, l'Iran riposte contre les États-Unis et Israël. Et eux, ils se retrouvent. Je ne sais pas trop comment décrire la situation dans laquelle ils sont. Ils sont pris entre 2 forces. Et à chaque fois que l'un attaque l'autre, ils en prennent un coup. C'est catastrophique, ce qui se passe pour les pays du Golfe. Et on ne voit aucun mouvement, aucune initiative, aucune prise de conscience, aucun apprentissage dans ces pays.
Ils doivent arriver à une forme de compréhension. Ils doivent exercer une pression. Comment se fait-il qu'Israël soit capable de mettre autant de pression sur les États-Unis? How Israel is that capable to put pressure on the United States? You have all your money in New York. Tout votre argent est à New York et tout ce que vous gagnez est dans des banques américaines. Alors, comment se fait-il que vous ne puissiez pas faire pression sur Donald Trump? En gros, ces pays du Golfe sont à court de tout. La situation est vraiment désespérée et on a l'impression qu'ils ne veulent même pas céder eux-mêmes. Les Émirats arabes unis, c'est un tout autre cas. Ils se retirent de tout et ils se rapprochent d'Israël. Je ne sais pas ce que leur avenir commun avec Israël pourrait donner. Mais pour les autres pays, comme l'Arabie saoudite et le Qatar, l'Arabie saoudite a été touchée pendant l'attaque de l'Iran contre Israël, puis l'attaque d'Israël contre l'Iran, après l'attaque contre Beyrouth. Ils ont attaqué l'Arabie saoudite et ils ont dit que c'était l'Iran. L'Iran attaque l'Arabie saoudite. Plus tard, on apprend que l'Iran dit « Non, on n'a pas attaqué l'Arabie saoudite ». Le Yémen dit la même chose, parce qu'après avoir accusé l'Iran, ils ont fini par accuser le Yémen. Ensuite, ils ont dit « Oui, c'était peut-être le Yémen. Peut-être que le Yémen les a frappés. » Mais il se passe quelque chose dans la région. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucun rapport venant d'Arabie saoudite. Pas de communiqué, rien du tout. Qui vous a frappé? Vous devez publier quelque chose, une déclaration. Dites-nous, qui vous attaque? Pourquoi ce silence? Si c'est l'Iran qui vous attaque, dites-le. Publiez un communiqué. Ils ne savent pas. Moi non plus, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Leur budget de défense est plus de 9 fois supérieur à celui de l'Iran. Mais ils sont incapables de rapporter, tu vois, même de dire qui les attaque. Ils ne se défendent pas. Ils n'utilisent pas leur système de défense aérienne, ni leurs avions de chasse, ces magnifiques avions qu'ils ont achetés aux États-Unis. Rien ne se passe dans ces pays du Golfe. C'est pour ça que l'Iran ne sait pas quoi faire. En fait, ils ont affaire à des pays qui n'ont aucune compréhension de leur propre sécurité, de la paix ou de la prospérité de la région. Ils voulaient une région prospère. MBS l'a répété encore et encore. Je veux quelque chose de bien pour la région. Est-ce que c'est comme ça qu'on y arrive? Alors, est-ce que vous allez aider le Liban? Comment voyez-vous le Liban aujourd'hui? How do you see Lebanon today? These are huge questions for all these countries. Ce sont des questions énormes pour tous ces pays. Ce n'est pas seulement l'Iran. Pourquoi l'Iran d'ailleurs? Parce que quand il s'agit d'actes de résistance, quand il s'agit de la Palestine, du Liban, personne ne fait rien. Vous pourriez vous rassembler, faire quelque chose de concret. Je parle de vous, c'est-à-dire l'Iran, avec les pays du Golfe, avec la Turquie. Vous pourriez agir, mais rien ne se passe. Malheureusement, rien ne bouge sur ce plan-là. Alors l'Iran se retrouve seul, avec les Yéménites, le peuple du Yémen, avec la résistance irakienne, avec le Liban et la Palestine. Et eux, en ce moment, ils sont unis, et ils savent se défendre. Je pense que l'un des résultats, peut-être même l'un des plus importants de cette guerre, c'est la façon dont l'Iran a trouvé en lui-même la force de se défendre et de défendre les actes de résistance. Parce que si cette compréhension n'existe pas, même en Iran, qui va le faire? Le Yémen, eux, ils font tout. Ils sacrifient tout pour la résistance, mais ils n'ont pas les moyens. Le seul pays qui les a, qui peut vraiment agir, c'est l'Iran. Et bien sûr, il y a la Turquie, qui est très capable. Il y a aussi les pays du Golfe, qui pourraient coopérer avec l'Iran et la Turquie, mais ils ne font pas partie du jeu. Eux, ils cherchent plutôt leur propre manière de coexister avec ce type de comportement que les Israéliens montrent dans la région. Quand on regarde ce qui se passe en Syrie, et la Turquie est là, la Turquie sait très bien ce qu'Israël veut, et ils ne font rien.
Il parle, il parle, il parle, mais il n'en sort rien. Quand il s'agit d'agir, il ne se passe rien. Mais à mon avis, ce que l'Iran a réussi jusqu'à présent, c'est, enfin, pas seulement le gouvernement iranien, c'est tout le pays. En ce moment, en Iran, ils sont vraiment unis. La droite, la gauche, le centre, tout le monde, vraiment tout le monde. Ils sont ensemble. Et les attaques contre les Iraniens ont soudé toute la société autour du gouvernement. Les gens se disent, vous savez, quand la guerre a commencé, j'étais en Iran, en décembre 2025 et en janvier 2026. Beaucoup de gens avaient très peur. Many people were so much afraid if they were asking, Ils demandaient, est-ce que l'attaque arrive? Est-ce que les États-Unis vont nous attaquer? Quelles en seraient les conséquences? Je parle de gens ordinaires, des gens de la rue. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. Je voulais comprendre la situation sur place. Je marchais simplement dans les rues pour discuter, pour sentir l'atmosphère. Après 12 ans, je voulais savoir ce qui se passait en Iran. Et beaucoup de gens étaient inquiets. Ils se faisaient du souci à propos d'une éventuelle attaque américaine. L'attaque a eu lieu et l'Iran a trouvé le moyen de se défendre. Et aujourd'hui, ils élargissent ce qu'ils appellent le parapluie de la résistance, ce parapluie de protection. Ce ne sera pas seulement l'Iran, ce sera tout l'axe de la résistance. Ce sera le Liban, ce sera la Palestine. Et ils seront tous ensemble. Ils sont plus unis aujourd'hui. Ils ont appris. L'attaque américaine contre l'Iran a été une expérience énorme pour eux, à la fois sur le plan militaire et sur le plan psychologique, compte tenu de ce qui s'est passé. Parce qu'il faut être prêt. L'Iran n'avait jamais été attaqué depuis la guerre Iran-Irak. Donc, les gens n'étaient pas préparés à ça. Mais maintenant, ils ont vécu ce qui s'est passé. Les attaques contre les enfants, les morts parmi les enfants, les adultes, les femmes, les frappes sur les universités, les ponts, les hôpitaux. Ils savent ce qu'est la guerre aujourd'hui. They know what is war today. And how that's why I think Et c'est pour ça que je pense que c'est un changement énorme. Ce changement aiderait le gouvernement. Il aiderait aussi l'armée, les gardiens de la Révolution, ensemble avec l'armée régulière. D'une certaine façon, ils les soutiennent depuis plus de 40 jours. Vous savez, depuis le début de la guerre, ça fait environ 4-20 jours, presque 3 mois, quelque chose comme ça. Il y a des Iraniens, chaque soir, dans les rues, qui soutiennent le gouvernement. Et c'est énorme pour les Iraniens. Et ce n'est pas seulement à propos de l'Iran. Ils demandent qu'on fasse tout. Les États-Unis doivent quitter la région. Ce sont les gens qui le demandent. Ce n'est pas les gardiens de la Révolution qui disent au peuple « Non, il faut se débarrasser de ces bases américaines ou des prisons américaines dans la région. » Les gens demandent ça parce qu'ils ne voient plus les États-Unis comme un pays. Ils voient les États-Unis comme un simple relais d'Israël, malheureusement. C'est comme ça que tout le monde perçoit les États-Unis aujourd'hui. C'est pour ça que, quand on parle de Donald Trump qui sort en disant « Non, on est en train de conclure un accord, tout va bien », les gens répondent « N'écoutez pas ce que dit Donald Trump. Écoutez plutôt ce que dit Benjamin Netanyahu, ce que disent les Israéliens, ce que disent ces gens, ces sionistes aux États-Unis. Ce type a tellement besoin de ces gens autour de lui pour qu'ils lui disent « Tu es grand, tu fais tout, tu es formidable. » Il a besoin de ce genre de compliments de la part des gens qui l'entourent. Et ces gens-là, en gros, ce sont des sionistes. Alors, quel est le résultat de tout ça? Sa vie personnelle, je pense, s'améliore. Si on regarde la famille Trump, on voit qu'il va mieux. Sa fortune personnelle est à peu près 4 fois supérieure à ce qu'elle était avant son élection aux États-Unis. En ce moment, sa famille se porte très bien. Mais le pays, lui, subit une pression énorme, immense, sur le peuple américain, sur l'économie mondiale. Je ne parle pas des mêmes situations qu'en Iran.
le pays est sous une pression économique considérable. Mais la différence entre les Iraniens et les Américains, ou entre les Iraniens et les Européens, c'est qu'eux ne savent pas ce que sont les sanctions. Ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, être sous sanction. C'est pour ça que, quand l'Iran a commencé à bloquer le détroit d'Ormuz, beaucoup de gens, en Suède par exemple, la Suède faisait partie de ce régime de sanctions, ont réagi. Il existe une maladie qu'on appelle la maladie des papillons, où la peau devient extrêmement fragile, et les personnes atteintes ont de graves problèmes cutanés. Eh bien, la Suède faisait partie de ces sanctions. Ils ont dit, nous ne vous fournirons pas les traitements ni les médicaments pour cette maladie. Pourtant, quand on parle de sanctions, les médicaments ne sont pas censés en faire partie. Mais, comme il faut payer, et que tout passe par un système de paiement dominé par les États-Unis, ils ne peuvent pas les obtenir depuis la Suède. En ce moment, la Suède subit une pression énorme. Ils demandent, ils supplient même les Iraniens de les laisser utiliser le détroit d'Ormuz. Et l'Iran leur répond, « Vous vous souvenez de ce que vous nous avez fait. Imaginez un peu. Pendant des décennies, ces pays ont exercé une pression constante sur le peuple iranien avec leurs sanctions. Et maintenant, ils supplient pour que tout redevienne comme avant le début de cette guerre. Mais ça ne reviendra pas. Le détroit, c'est fini. Il sera sous le contrôle du gouvernement iranien pour toujours. Et les États-Unis ne changeront rien à la situation dans le détroit d'Ormuz. Peu importe combien de discussions ou de manœuvres ils tenteront avec leurs hélicoptères. Plus tard, vous entendrez peut-être qu'un avion de chasse a frappé au-dessus du détroit d'Ormuz. Peu importe, ils vont riposter. Si vous attaquez l'Iran, ils vont répondre. Certains diront peut-être que l'Iran n'a pas besoin de suivre le cessez-le-feu que Donald Trump annonce, que l'Iran doit attaquer Israël. J'ai eu par exemple Paul Craig Roberts. Lui, il dit que l'Iran doit continuer les attaques contre Israël. Et comme les États-Unis ne sont plus capables de défendre Israël comme avant le début de cette guerre, les intercepteurs, les missiles, ils ont épuisé une grande partie de ces intercepteurs. Israël n'est plus dans la même situation qu'avant la guerre, ni militairement, ni psychologiquement, ni économiquement, ni géopolitiquement. Psychologically, economically, geopolitically. That's why they're so desperate in southern part of Lebanon. C'est pour ça qu'ils sont tellement désespérés dans le sud du Liban. Ils avancent. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils progressent dans le sud du Liban, alors qu'ils reculent dans le nord d'Israël. C'est une tragédie, ce qui se passe. Cet homme ne comprend pas. Benjamin Netanyahou ne comprend pas. Personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Tout tourne autour de la prise de terre à d'autres pays. C'est ça l'idée principale. Mais comment peut-on vouloir prendre des terres dans le sud du Liban alors que son propre peuple ne peut même pas aller vivre dans le nord d'Israël? Ce n'est pas une question de ceux qui disent que l'axe est faible. Ça, c'est fini. Ça a complètement changé. C'est le résultat de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. This is the outcome of the American-Israeli war on Iran. I think the time is not. Je pense que le temps ne joue pas en faveur d'Israël. Il ne joue pas non plus en faveur des États-Unis. Le temps est du côté de l'axe de la résistance. Et eux, ils ont beaucoup de patience. Ils peuvent attendre. Ils peuvent laisser le temps passer. Ils seront toujours là. Mais les États-Unis, eux, n'ont plus ces belles bases dans la région. Ce soir, quand l'Iran a voulu attaquer, j'imagine que s'ils avaient voulu frapper les pays du Golfe, quelles auraient été les cibles? Il n'y en a plus. Alors on se dit, frappons d'autres bâtiments, un centre de commandement, comme on dit. Mais il n'y a rien là-bas. Peut-être quelques ordinateurs, quelque chose comme ça. Parce qu'en réalité, tout a été détruit. Peut-être qu'en Jordanie, il reste quelque chose. C'est pour ça que l'Iran attaque la Jordanie. C'est loin,
Tu vois, comparé au Koweït, à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, c'est vraiment loin des frontières iraniennes. Mais au fond, je pense que tout ce qui se passe en ce moment, c'est du faux. Ils ont créé une sorte de conflit artificiel. Ils ont commencé à attaquer l'Iran, je suppose, parce qu'Israël n'a pas pu, parce qu'Israël avait attaqué Dahiya. Ensuite, l'Iran a riposté contre Israël. Israël a répondu à l'Iran, mais c'était rien du tout. L'attaque n'a eu aucun effet notable pour Israël. Puis l'Iran a de nouveau attaqué Israël. Ils ont frappé des bases en Israël, et on a tous vu les images. Alors pourquoi les États-Unis devraient-ils attaquer l'Iran? Parce qu'Israël n'a pas pu attaquer l'Iran comme il voulait le faire. Ils voulaient frapper plusieurs cibles. Ils n'ont pas pu le faire, parce qu'ils sont incapables d'agir sans les États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis sont entrés dans le jeu. Ils ont lancé cette attaque pour toucher ces cibles, pour riposter à l'attaque iranienne contre Israël, et non pas à cause de cet hélicoptère. Voilà tout le jeu. Les États-Unis sont le proxy d'Israël. Il faut l'admettre. Pendant 4 ans, on a parlé de l'Ukraine comme du proxy des États-Unis et de l'OTAN. Mais l'administration Trump est prête à réduire un pays, une superpuissance, à l'image d'un simple proxy d'Israël dans la région. Et croyez-le ou non, les pays du Golfe, tous ces gouvernements de la région, se contentent de regarder. Ils sont simplement stupéfaits par ce qui se passe. Ils n'en parlent pas publiquement. Mais une fois rentrés chez eux, officiellement, ils ne disent rien. Pourtant, entre eux, ils en parlent. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis. Oui, c'est l'administration Trump sous occupation israélienne. Ils ont occupé la présidence des États-Unis, littéralement occupé. Je me souviens à l'époque, Joe Biden, quand il était encore très jeune, avait dit « Je suis sioniste. S'il n'y avait pas Israël, il faudrait créer un Israël dans cette région pour la dominer, pour la contrôler. » Mais quand il était au pouvoir, avant Donald Trump, il n'était pas allé aussi loin que ce qu'on voit aujourd'hui avec Trump. Ça montre à quel point Donald Trump est favorable à Israël. Et alors, qui dirige vraiment tout ça? Stephen Miller avec Jared Kushner. Stephen Miller, together with Jared Kushner, these are the people who are not hearing from basic. Ce sont des gens dont on n'entend pas parler, en gros, mais qui, à mon avis, dirigent tout à Washington. J.D. Vance, à Washington, c'est personne. J.D. Vance, franchement, c'est un inconnu. Tulsi Gabbard est hors jeu. Pete Hegseth, regardez-le. Personne ne croirait que la vie de ce type puisse compter pour qui que ce soit dans l'administration. Quand il parle, Donald Trump fait carrément la sieste. Ou Marco Rubio. Il y a même des images. Marco Rubio parle, il explique tout, et Donald Trump dort. Voilà la réalité de cette administration. Tout dépend de qui parle, de qui a le plus d'influence dans l'équipe Trump. Et moi, je pense que personne n'a plus d'influence que Jared Kushner et Stephen Miller. I think nobody is more influential than Jared Kushner and Stephen Miller. These two guys are running the administration. Ces deux types dirigent l'administration. On peut dire que Ratcliffe, la CIA ou d'autres s'en occupent. Mais au moins jusqu'ici, on n'a vu aucun signe d'action de leur part. Avril Haines, la chef du renseignement, dans son dernier rapport, parlait du programme nucléaire iranien. Elle a dit qu'il n'y avait aucune preuve, aucun indice montrant que l'Iran avait décidé de se doter de la bombe nucléaire. Aucun signe depuis 2003. Et puis Donald Trump est sorti en disant « Je me fiche de ce qu'elle raconte. Je décide selon mon propre jugement, pas selon ce qu'Avril Haines dit. » Voilà la réalité. Bienvenue dans la réalité. Je pense que le problème pour les Iraniens, c'est qu'ils doivent décider de ce qu'ils veulent faire. Ils ne peuvent pas continuer avec ce jeu de représailles. Il faut qu'ils fassent quelque chose de concret. Ils doivent faire quelque chose pour instaurer une paix durable dans le pays. Mais ça va venir d'une guerre, d'une vraie guerre à grande échelle. Les gens, du moins d'après ce que j'ai vu jusqu'ici, d'après ce que j'ai appris, les Iraniens, la société iranienne, sont prêts pour ça. Et ils en ont les moyens.
Ils savent se défendre. Et en ce moment, ils savent aussi défendre le Liban. Ils savent défendre la Palestine. C'est la réalité à laquelle Donald Trump est confronté aujourd'hui. Voyons ce qui va se passer. Je pense qu'en regardant la situation actuelle, d'après les dernières informations, un responsable américain a démenti dans le New York Times que les gardiens de la Révolution aient mené 21 attaques contre des bases américaines dans la région, alors que les gardiens affirmaient, eux, avoir frappé 21 cibles dans la région. Alors, les deux camps, c'est un jeu. Mais après tout, voyons un peu quel sera le résultat de cette escalade. À mon avis, ce qui compte vraiment en ce moment, c'est justement cette escalade et la façon dont elle va évoluer et changer le visage du conflit. Quand on prétend négocier tout en attaquant l'Iran, c'est juste un retour en arrière. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. 2 fois, ils étaient en train de négocier avec les Iraniens et ils ont attaqué l'Iran. Une première fois en juin 2025 et une autre en février 2026. 2 fois, ils négociaient avec les Iraniens, puis ils ont lancé une attaque surprise contre l'Iran. On the day of 28th of February of 2026, 2 times they were negotiating with the Iranians, then they attacked Iran with a surprise attack. The first one was totally a surprise attack. The second one was... La première fois, c'était une totale surprise, une attaque surprise. La deuxième, c'était différent. Ils se préparaient. Ils envoyaient beaucoup d'armes, et l'Iran savait que l'attaque allait arriver. Et maintenant, s'ils ont décidé de commencer ce cessez-le-feu, c'est parce qu'ils étaient à court de munitions. Ils en ont plus. Oui. Je ne sais pas pourquoi l'Iran ne continue pas la guerre. Frappez les cibles en Israël. Israël veut être le grand du coin? Très bien, allons-y. Ils veulent attaquer. Ils veulent tuer des civils. Ils veulent tuer des enfants, des femmes au Liban. Ce génocide est en train de se produire. Aujourd'hui, hier, avant-hier, ils tuent des gens, des civils. Il faut trouver une solution, d'une manière ou d'une autre. La solution ne viendra pas des États-Unis. La solution n'est pas en Israël. La solution, c'est la manière dont les actes de résistance vont répondre à Israël. Je pense qu'ils y arrivent. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut que l'état d'esprit y soit. Psychologiquement, il faut être prêt à le faire. Ce qui est plus important, dans cette guerre, c'est que les actes de résistance sont psychologiquement mieux préparés. Et ils savent, sur le plan stratégique, qu'ils sont plus prêts à affronter Israël. Et ça fait peur aux Israéliens. Ils sont terrifiés. Netanyahou est terrifié. Le jour où les États-Unis quitteront la région, ce sera un moment très effrayant pour Israël. C'est pour ça que je ne pense pas que les États-Unis vont quitter la région. Ils vont rester là-bas. Ils vont se faire attaquer. Mais c'est magnifique, vous savez, ces grosses armes de Donald Trump, les porte-avions. Ils ne vont pas rester là, éternellement. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé au porte-avions Gerald Ford? Les gens qui sont sur ces porte-avions, c'est littéralement comme une prison. Il y a quoi? 5000 personnes à bord de ce porte-avions. Ils ne peuvent pas y rester indéfiniment. Est-ce qu'ils vont retourner sur leur base? Non, à mon avis. Si on est rationnel, si on est logique, on ne va pas y retourner. Parce que vous savez bien qu'Israël ne va pas se comporter comme il devrait le faire, à mon avis. Et ensuite, ces attaques, ce genre d'attaques, vont continuer d'aller et venir. Ils vont frapper, ils vont détruire ces bases encore et encore, sans arrêt. C'est pour ça que je ne vois aucune raison pour que les États-Unis reviennent vers les pays du CCG. Même ces pays du CCG en arrivent à ce point-là. On sait qu'ils dépendent énormément des États-Unis. Mais il n'y a aucun intérêt à avoir des bases américaines sur leur territoire. Il n'y a aucune justification à ça. Et si, disons, ils apprennent quelque chose, c'est simplement parce qu'ils doivent tout payer eux-mêmes.
because they have to pay for everything. I would say if the United States decides to put the bases back, Je dirais que si les États-Unis décident de remettre des bases dans ces pays, ils doivent tout I wouldn't payer. be surprised that Saudi Arabia pays Tout. for those radars. Je ne serais pas surpris que l'Arabie saoudite paye pour les radars que les États-Unis vont installer sur son sol pour protéger Israël. I wouldn't be surprised. Je ne serais pas surpris parce que ces gens sont complètement déconnectés de la réalité. Ils ont perdu la tête. They don't know what they're Ils ne savent plus ce qu'ils font. the public opinion in these Dans l'opinion publique de ces pays, je pense que tout l'Ouest asiatique est uni. the whole Parce qu'avant Gaza, West avant Asia toute cette is folie, united. tout tournait autour des divisions entre chiites et sunnites, des différentes sectes, et ils ont créé Daesh. Pendant des années, ils tuaient des chiites, des sunnites, tout le monde dans cette région. Cette époque est révolue. Oui, cette époque est révolue. Et aujourd'hui, chiites et sunnites se rapprochent. And Shia Sunni are coming together. I'm talking about people. I'm not talking about the government. Je parle des The peuples, people are coming pas des together. gouvernements. Les gens se rapprochent. Je ne serais pas surpris que demain, on apprenne que les habitants du Koweït veulent rejoindre l'Irak, ou faire partie de l'Irak, ou même que l'Irak et le Koweït s'unissent et décident simplement d'écarter la direction du Koweït. I wouldn't be surprised. Ça ne me surprendrait pas, parce que d'énormes changements sont en train de se produire, vous savez, au sein de la société. Bahreïn est l'un des cas les plus importants parmi les pays du CCG. La majorité de la population est musulmane chiite, opposée à une direction sunnite. Mais ce mot « sunnite », on l'utilise. Mais en réalité, ce n'est plus ça. Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui, il n'y a plus de vraie différence entre chiites et sunnites. Ils se rapprochent. Et ça, c'est une énorme perte pour Israël. And this is a huge loss for Israel because they have invested for such a long time. Parce qu'ils ont investi pendant tellement longtemps dans ce genre de division entre chiites et sunnites, en séparant les uns des autres et en alimentant ce type de discours. Toi, tu crois en ça. Moi, je crois en autre chose. Nous sommes différents, nous ne sommes pas pareils, mais cette époque est révolue. Ces jours-là sont littéralement derrière nous. La région devient de plus en plus unie. C'est pour ça que je ne vois pas d'avenir radieux pour Israël. Je ne pense pas que Benjamin Netanyahou laissera une grande œuvre derrière lui. C'est lui, l'architecte, le principal concepteur de l'effondrement d'Israël. C'est lui qui a fait ça à son pays. Et il ne reculera pas avant que tout soit détruit. Absolument tout. Cet homme ne peut même pas envoyer ses troupes dans le nord d'Israël, mais il refuse de quitter le Liban sous prétexte qu'il va récupérer plus de terres au Liban. On va créer une zone tampon. Mais enfin, la partie nord d'Israël est déjà en train de devenir une zone tampon. Tu parles de créer une zone tampon. Je n'ai même pas envie de parler de la Syrie et de ce qui s'y passe, parce que le gouvernement, en fait, il n'y a plus de gouvernement en Syrie. Et tout ce chaos immense a été créé et encouragé par le gouvernement turc. Et les pays du Golfe ont cru, d'une manière ou d'une autre, que ce serait une bonne chose pour la Syrie. Mais rien de tout ça ne se produit. Je connais beaucoup de gens en Occident, et aussi dans ces pays de la région, qui ne vivent plus en Syrie, ou qui sont en Europe, aux États-Unis, ici en Amérique latine, au Brésil. J'en connais certains. Ils pensaient que la chute d'Assad allait être une belle chose pour eux. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui en Syrie? C'est pour ça que je pense qu'Assad est fini. Mais les actes de résistance, il y a un lien important entre l'Iran et le Hezbollah. Certains pensaient que la chute d'Assad allait couper le Hezbollah de l'Iran, que ce serait la fin du Hezbollah. L'assassinat allait être la fin du Hezbollah. Non, on ne peut pas occuper le territoire d'un peuple et s'attendre à ce qu'il l'accepte. Non, il va se battre. Ce n'est pas une question de « même si l'Iran n'aide pas, ne soutient pas le Hezbollah », ça ne veut pas dire que le Hezbollah va reculer. Ils vont se battre avec tout ce qu'ils ont. Ils vont fabriquer leurs propres armes. Ils vont faire comme le Hamas. Le Hamas fait la même chose. Ils fabriquent des armes artisanales. Ils combattent Israël de cette manière.
Vous vous souvenez du dernier moment de Yahya Sinwar. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Il parlait de Yahya Sinwar. Tous ces dirigeants du Hamas vivent au Qatar. Ils mènent une vie luxueuse là-bas et ils n'ont aucune idée de ce que vivent les gens qui se font tuer. Et plus tard, on a appris, grâce aux Israéliens, ils ont publié ces images de Yahya Sinwar en train de se battre jusqu'à la dernière seconde. Se battre jusqu'au bout. Ça, c'était une leçon énorme pour tous les gens de la région, chiites, sunnites, tout le monde, sur ce que signifie la résistance. C'est ça qu'Israël est en train de produire. Ils rendent les gens plus forts. Et à mon avis, ça ne leur sera pas favorable sur le long terme. Voyons ce qui va se passer. Et voyons aussi quelle sera la réaction des États-Unis face à l'attaque iranienne. J'espère avoir réussi à partager ma compréhension de ce qui se passe. Ça a été un vrai plaisir de parler avec vous. Ici au Brésil, il est déjà très tard, presque minuit. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Demain, je vais parler avec Laith Marouf. J'aurai aussi beaucoup d'autres invités. Michael Hudson, Richard Wolff, Andrei Martianov. Vraiment beaucoup d'invités demain. On va enregistrer 4 ou 5 podcasts. Encore une fois, merci beaucoup et j'espère que tout ira bien. On peut toujours espérer, mais la réalité est différente parce que Donald Trump est le président des États-Unis. Souvenez-vous de ça. Et avec Donald Trump, rien ne va bien se passer. Bonne chance et merci d'avoir été avec moi ce soir. À très bientôt.